par soi-même. Donc on arrive à cet hôpital, on nous dépose juste à l'entrée où se trouvaient les urgences. En fait, ils nous ont jetés à l'entrée, parce qu'il y avait beaucoup de gens. Les urgences étaient transformées en une sorte d'entrepôt de cadavres. Il y avait du sang partout, les gens qui criaient. J'en faisais partie parce que j'avais perdu beaucoup de sang et j'avais soif et on réclamait de l'eau. Et alors les soins qui étaient dispensés aux urgences à ce moment-là, c'était des soins minimales. Et c'était essayer de bander, de panser les plaies. Et mon tour arrive de voir le médecin, de rencontrer le médecin urgentiste. Et j'attends sonner une sonnette. C'était la pause des médecins. Et donc je n'ai pas vu le médecin. Et à ce moment-là, et je ne l'ai pas revu puisque en fait, j'ai été tout de suite transféré dans un bloc opératoire. Ce qui a été une chance pour moi parce que j'espérais que mon sang, l'hémorragie allait être arrêtée et qu'on allait m'opérer. Et quand j'ai été évacué des urgences pour aller au bloc opératoire, j'ai entendu des voix. C'était parmi eux, il y avait mon cousin et des voisins qui avaient dit, qui ont dit, il est mort. Et le personnel qui me transportait leur a dit, il n'est pas mort, mais il est dans un état critique, peut-être qu'il sera soigné. Et quand je suis arrivé dans ce bloc opératoire, je ne sais pas combien de temps j'y suis resté parce que je ne pouvais pas mesurer le temps. J'avais plus la notion de temps. Et en fait, je suis resté, mais j'ai jamais non plus rencontré le médecin et j'ai été transféré dans une autre salle qui était bondée, remplie de monde. Et on avait essayé d'étaler les matelas, parfois les gens qui étaient aussi allongés par terre parce qu'il n'y avait plus de place. Et moi, on m'a laissé sur un brancard dans le couloir de cette salle-là. Et je vais y rester longtemps. J'avais aucune nouvelle de qui est mort, de qui a survécu. Et je reçois une visite d'une tante qui était là par hasard, qui est surprise de me voir comme ça. Son mari avait été aussi, sa famille avait été attaquée, ils étaient dans l'hôpital. Et qui m'a dit qu'il avait vu mon cousin. Et plus tard, donc, je reçois la visite de mon cousin, je lui dis, il voit que je suis... il était blessé lui aussi, mais j'étais encore plus blessé que lui. Il me dit, je vais te chercher de l'eau. Et depuis ce jour-là, je ne l'ai pas revu. J'apprendrai plus tard qu'il a été fusillé à l'entrée de l'hôpital. Je vous disais que cet hôpital, pour moi, ça a été une balance de l'animalité, dans le sens où... donc j'y ai vécu, je crois, aujourd'hui, avec du recul, je crois, 2 mois. Et les miliciens et les militaires venaient pêcher les gens
dans l'hôpital, c'est comme ça qu'ils s'appelaient. Ils venaient à la pêche. Donc ils avaient dressé des listes au quotidien. Ils venaient chercher les gens, ils les amenaient à la morgue qui n'était pas très loin de la salle où j'étais. Et ces gens-là étaient massacrés. Et un jour, un groupe de miliciens avec un militaire qui s'arrête sur mon matelas qui était allongé, qui me regarde. Et puis le militaire, subitement, il me demande quel âge j'ai. Je lui dis que j'ai 15 ans. Alors je sais pas ce qu'il prend. Il me dit « Je n'aime pas qu'on tue la jeunesse ». Il fait partie des gens qui viennent tuer les gens, chercher les gens à tuer tous les jours. Et là, il s'arrête, il me dit « Je n'aime pas qu'on tue la jeunesse, donc on ne te touche pas ». J'y reste à cet hôpital-là. Tous les jours, je voyais les gens qui partaient à la morgue. Alors, l'hôpital était devenu un camp de mort, un endroit de transit pour la mort, où on attendait la mort au quotidien. Et finalement, j'avais fini par accepter cette idée que je suis un touti et que donc je suis bon à être tué, à mourir. Et que de toute façon, c'était une question de secondes, de minutes, de jours, j'en sais rien. Alors à l'hôpital, ils avaient mis en place un système de tri. Les gens qu'ils estimaient bons à mourir, non seulement ils venaient les chercher dans les salles, mais aussi ils avaient organisé la transition, c'est qu'à l'entrée de l'hôpital, ils avaient installé des tentes dans lesquelles on transférait les gens qu'on estimait être en meilleur état, mais en réalité, c'était les tentes de la mort, parce que c'était installé devant la barrière principale de l'entrée de l'hôpital. Et donc, dans ces tentes-là, j'y ai été transféré. Mon tour est arrivé, j'ai été transféré dans ces tentes-là. Tous les soirs, ils venaient, ils faisaient appel. Ils avaient dressé les listes, ils faisaient appel. Et je vais m'arrêter un petit moment sur 3 personnes, voire 4 dans ces tentes-là. Il y en avait plusieurs, donc je vais parler de celle dans laquelle j'étais et une tente voisine. J'arrive, je crois que j'étais le plus jeune de la tente. Et du coup, les adultes que j'ai trouvés là-bas, vous imaginez, c'était des conditions d'horreur absolue où chacun cherchait absolument à sauver sa vie. Et les adultes qui étaient là se sont montrés particulièrement bienveillants à mon égard. Donc je vais m'arrêter sur une personne qui avait reçu des balles dans sa vessie et dont le corps pourrissait au quotidien. On voyait les vers sortir de son corps vivant. Une autre personne qui avait été brûlée vif, je ne sais pas à quel degré, mais dont chaque seconde c'était l'horreur. Et innocent, ce grand outil qui m'a marqué, un soir où on a eu le privilège d'avoir la visite d'un des animateurs de la RTLM, accompagné d'un militaire, et ils appellent Innocent. Innocent, on l'a retrouvé le lendemain dans la morgue. Alors je peux vous dire que là, on avait accepté la déshumanisation, la mort était là au quotidien, à tel point que finalement se cacher c'était même pas la peine parce que de toute façon il n'y avait pas d'endroit pour se cacher. Et je me baladais dans l'hôpital parce que je me disais de toute façon c'est demain ou après-demain. Un jour, il y a eu un bombardement sur l'hôpital et
une femme qui était une amie de la famille, qui m'avait déjà retrouvé avant ce jour-là, était dans l'hôpital. Donc il nous apportait de quoi manger, et ce jour-là, elle était dans l'hôpital. Et elle m'a dit, Alain, il faut qu'on essaye, j'essaie de te sauver, de toute façon, je te laisse là, c'est la mort sous les bombes, je t'amène avec moi, on va te découper, au moins, si tu meurs sur le chemin, ça sera en essayant de sauver ta vie. Et c'est comme ça que j'ai quitté l'hôpital pour rejoindre un centre qui était tenu par un Français qui s'appelait Marc Vetter. Et je vous passe le détail de comment on a fait le périple pour arriver chez Marc. Et c'est en arrivant chez Marc que j'ai retrouvé une sensation d'humanité parce que j'ai eu encore une fois la peur. Parce que je me disais, peut-être que je peux avoir encore une chance de survivre. Bien, donc je m'arrête là sur ce témoignage. Pendant tout ce temps, on était devenus des bêtes et je n'avais pas mesuré ce que avait été cette chose. Ce n'est qu'après, quand je me suis rendu dans mon quartier et que j'ai retrouvé notre maison rasée, ils avaient fait un terrain de football sur la place de notre maison. Et quand je me suis rendu chez les voisins, j'ai trouvé les biens de ma maison, le frigo, les enfants de nos voisins, portaient les vêtements de mes frères et sœurs. Et je m'arrête là, sur le témoignage. Mais j'ai le privilège, ça n'a pas été sans violence, mais j'ai le privilège aujourd'hui d'être là, de pouvoir parler, de témoigner de ça, pour rendre hommage aux miens et à toutes les victimes Tutsi, mais aussi rendre hommage aux Hutus qui ont résisté et qui ont sauvé. C'est pour ça que ce soir, je vais particulièrement dédier ce souvenir à Marie, à David, à Moïse, à Cyprien, dont on n'a jamais retrouvé les corps. Je vais aussi dédier ce souvenir à Laetitia, à Moïse et sa petite sœur qui avait quelques mois, à Innocent qui était avec moi. Mais aussi, je voudrais lancer un message, puisqu'on est dans cette maison de la culture, un message en mon nom personnel, mais aussi au nom de rescapés. Nous vous demandons, Madame la directrice générale de l'UNESCO, que les sites mémoriaux, notamment celui de Dissouzy, soient inscrits dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous vous demandons que vous nous aidiez à collecter nos témoignages, parce que les enfants qu'on était hier et les hommes qu'on est aujourd'hui ne seront plus, à les collecter et à les archiver. Nous vous demandons de créer un centre documentaire pour garder cette mémoire et la rendre accessible. Nous vous demandons enfin que l'enseignement du génocide des Tutsis soit inscrit dans les programmes scolaires, que ce soit ici en France, au Rwanda, mais aussi ailleurs. Merci de m'avoir écouté. Merci. Alain, je voudrais vous exprimer toute notre gratitude pour ce témoignage bouleversant. Je voudrais dire aussi à quel point vous êtes à l'image de la jeunesse de votre pays, le Rwanda. Cette jeunesse blessée, meurtrie, qui pleure comme vous l'avez fait ce soir, mais qui est capable de trouver en elle la force de renouer avec la vie et surtout de renouer avec l'espoir. C'est cette jeunesse aujourd'hui qui fait qu'on commence à parler de la renaissance du Rwanda et ce n'est pas une renaissance factice. Merci à vous les jeunes.
L'UNESCO et la délégation du Rwanda ont voulu donner dans cette cérémonie une place particulière aux musiciens qui, eux aussi, à travers leur art et leur composition, contribuent à nourrir l'indispensable travail de la mémoire. Nous venons d'une tradition orale et la musique est très importante. Nous avons donc le plaisir d'accueillir ce soir Madame Onirere Chanel, Monsieur Ben Kairanga et Monsieur Samuel Kamanzi. Bonsoir. En 1994, moi j'avais 9 ans. Et ce soir, le morceau s'appelle Nyera. Et c'est un rappel de ce que nous sommes, un seul peuple qui parle qu'une seule langue, le Kinyarwanda. Et une invitation aussi de se retrouver dans le cœur de notre pays, Kigali, pour célébrer la paix que nous avons aujourd'hui, mais surtout l'entretenir.
Merci. Merci beaucoup, Awan. Le prochain morceau qu'on va vous faire, c'est un morceau qui a été écrit par Gaël Faye, qui malheureusement n'a pas pu être là, mais parce qu'il devait aller au Rwanda pour cette commémoration. Et il s'intitule Kwibuka. Au-dessus de ces collines s'élève ma voix à jamais. Ô mon petit pays, au Rwanda bien aimé. 1 million de gouttes d'eau qui tombent de terre en ciel. 1 million de nos tombes en trembes torrentielles. De nos fosses profondes à nos points culminants. Nous sommes debout maintenant, les cheveux dans le vent. À conjurer le sort qu'un désastre engloutit. À se dire qu'on est fort, qu'on vient de l'infini. Je rêve de vous, Kwibuka. I'm dreaming of you, Kwibuka. Je rêve de vous, Kwibuka. I'm dreaming of you, Kwibuka. Je rêve de vous, chanson d'un soir d'ivoire. Je rêve de vous, mes mots sont dérisoires. Je rêve debout quand l'histoire nous égare. Je rêve de nous, au jardin des mémoires. Et vu que je renais déjà de nos abysses, je fais de nos sourires d'éternelles cicatrices. Et j'arpente la vie sans jamais oublier qu'un orage en avril, qu'un soleil en juillet. Je rêve de vous, Kwibuka. I'm dreaming of you, Kwibuka. Je rêve de vous, Kwibuka. I'm dreaming of you, Kwibuka. Je n'ai eu que 20 ans pour guérir mes blessures. Je n'ai eu que 20 ans pour édifier des sculptures. Je n'ai eu que 20 ans pour apaiser l'insomnie. Je n'ai eu que 20 ans pour redessiner la vie. Je n'ai eu que 20 ans pour éclairer le doute. Je n'ai eu que 20 ans pour retrouver mes routes. Je n'ai eu que 20 ans pour sortir de la brume. Je n'ai eu que 20 ans pour sourire à la lune. Je n'ai eu que 20 ans pour maîtriser mes peurs. Je n'ai eu que 20 ans pour soigner mon cœur. Donc je n'ai que 20 ans et la vie devant moi. Alors soyez patients et ouvrez-moi vos bras. Je rêve de vous, Kwibuka. I'm dreaming of you, Kwibuka. Je rêve de vous, Kwibuka. I'm dreaming of you, Kwibuka. Je rêve de vous, Kwibuka. I'm dreaming of you, Kwibuka. Je rêve de vous, Kwibuka. I'm dreaming of you, Kwibuka. Je rêve de vous, Kwibuka. I'm dreaming of you, Kwibuka. Le prochain morceau s'intitule Mbese Muraho. Il a été composé pour une commémoration passée et l'histoire se passe entre nous ici et tous qui sont partis.
Wajua nilitembea sana na maisha niliyoyaendea. Leo ninapanguza machozi, leo nimeandika maisha mapya yaja upendo la tumaini, ili moyo wako usijute. Datasingitinya ukundi, datasingitinya ukundi, nahisemo imbabazi n'ubuzima, umurage wawe uramurikira kugira ngo ukomeze ubeho, kugira ngo usubizwe icyubahiro. Mbese iwanyu, mbese muraho, mbese iwanyu, mbese muraho, mbese muraho, mbese iwanyu, mbese muraho, mbese iwanyu, mbese muraho, mbese muraho. Ilele, ilele, ilele. Niambie mama kama unaamka mapema kila siku. Mbesa huri byari bazukeraye, mbesa huri imvi za buruyenzi. Siku zote nasikia kelele ya cheko lako, mbesi birumba byinja wambabuza biramuri. Mwereza buri munsi mama, ziko bimeze neza kila siku nalika mbingu ili nijue kuwa nanyi wazima. Ilele, ilele, ilele. Ilele, ilele, ilele. Mbesa iwanyu, mbese muraho, mbesa iwanyu, mbese muraho, 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 mbese muraho. Excellences, Mesdames et Messieurs, ainsi s'achève notre soirée. J'invite ceux qui ne l'ont pas encore eu l'occasion de le faire à se rendre dans la salle des pas perdus pour la visite des deux expositions, les hommes debout et Voice of Rwanda. Je vous remercie de votre présence et je vous souhaite une excellente soirée.